Which is down is precisely to be able to host and welcome people coming from difficult countries where they are at risk, where you are at war, because they have right to asylum, from a lot of others because you have a lot of other people coming from countries where there is no war and where they can live in peace, because it's impossible here in France to integrate millions and millions of people. So Thank you, President. thank you. I need your help. You will be here. Bon, bravo. C'est les meilleurs. You're coming. Merci. Donc l'empathie et en même temps, comme qui dirait, l'autorité, la fermeté avec le discours. On a relevé le nombre de fois où il a par exemple parlé de l'ordre et de la loi. Écoutez. L'ordre républicain, cet ordre public républicain que l'ordre républicain, l'ordre de la République. L'ordre républicain vaut pour tout le monde. Nous devons faire en sorte qu'ils regagnent effectivement leur pays. L'accueil inconditionnel ne veut pas dire l'accueil indifférencié. L'ordre, l'autorité, contrôle. La police nationale et la police municipale, les forces de l'ordre doivent assurer l'effectivité de l'application de la loi. Nous ne laisserons pas installer de nouvelles occupations illicites. Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respecter la loi de la République. Vive Calais, vive la République et vive la France. François Calfon, je voyais tourner la tête, vous aviez l'air navré, vous nous direz dans un instant, mais dernier extrait d'abord. Sur le fond, certes Emmanuel Macron, il fait un pas vers l'accueil, il annonce par exemple que l'État prendra à sa charge la distribution des repas, mais ce qu'on retiendra, ce sont d'autres positions. Écoutez. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais elles n'auront l'État à leur côté. Voilà, on a le tableau général. Dominante, fermeté. Alors, François Calfon, ça vous n'a Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grande fortune. Suite à l'affaire de Décryptage l'arrachage aux des quatre tentes, coins de la de la planète. confiscation des Côté habits au face, Liban, des univers de le rêve et ministre de l'Intérieur a luxe pour déclenché une célébrités triple et riches inspection, clients. inspection générale de l'administration, Côté inspection pile, générale de la les police nationale. coulisses d'un business avec ses L'inspection a rendu codes, son ses rapport. secrets Elle et dit qu'il ses y a un emploi disproportionné de la force. Elle dit qu'il y a des usages policiers qui n'ont pas... Bon, bref, tout Vous interrompt. Non, mais Pour je rendre justice à Emmanuel Macron, il a dit aux policiers, gardez une attitude digne et ne faites pas mais ça, le ministère de la parole, il est parfait, y compris avec le Soudanais, il parle parfaitement l'anglais. Mais la vérité, c'est que quand vous avez des dysfonctionnements d'un corps d'inspection qui dépend directement du ministre de l'Intérieur, eh bien, le minimum, c'est qu'il y ait au moins une sanction, finalement, hiérarchique, que quelqu'un paye, parce qu'il y a des fautes qui ont été commises dans le métier de policier. Et il n'y a aucune, à ce jour, M. Collomb a dit que c'était circulé, il n'y a rien à voir, et peut-être même qu'un article 40 soit déclenché, c'est-à-dire qu'il y a une procédure judiciaire. Donc quand l'État lui-même marche sur la loi et que ça vient d'en haut, eh bien je pense qu'il n'est pas qualifié à parler finalement du respect de la loi. Alors, d'une phrase, la politique de M. Macron, elle est claire, et je me retourne vers ceux qui sont en face de moi, elle est de se substituer à la droite. C'est le choix qui a été fait. Et donc ce que je regrette sur ce débat, qui est bien plus riche que simplement la question de Calais, c'est qu'en lieu et place de toute politique migratoire, c'est-à-dire de l'accueil à la fois des émigrés économiques, mais aussi des réfugiés, il y a des coups de menton et on ne règle pas, ça fait 4 fois qu'on voit ça dans l'histoire, Calais avec des coups de menton. On verra. On a de la chance parce que maintenant les médias peuvent nous montrer la profondeur de champ sur ces sujets-là. Vous verrez que les coups de menton ne régleront strictement rien. Bon, la Calais, il faut quand même dire la situation. Il y avait 8000 personnes dans ce camp ouvert, dans ce campement. Il y a eu une évacuation en septembre 2016. C'était Bernard Cazeneuve et François Hollande. C'était plutôt efficace par ailleurs sur le nombre. Et depuis, les migrants ne sont pas revenus en nombre. En tout cas, ils sont 5 à 600 selon les estimations. Et il y a des centres fermés qui ont été ouverts plus en profondeur dans les terres.
qui sont d'ailleurs pas tout à fait pleins, mais on verra tout à l'heure que c'est peut-être plus compliqué parce que les migrants se sont disséminés aussi. Équilibre respecté, Romain Goupil, il est sorti du piège. Pas du tout. Sur la politique de Hollande et Cazeneuve, ils ont laissé se mettre en place un des plus grands bidonvilles pour justement prendre aucune responsabilité. Ce que rappelle Macron, ce que tu n'as sûrement pas bien entendu, il dit il y a un droit d'asile. Il précise ce que c'est que le droit d'asile. C'est un devoir par rapport à un monde où il y a des guerres, où il y a des tortures. C'est un devoir l'asile. Il répète ça. Et il dit. Il modifie la loi. Non, il dit c'est un devoir l'asile. On doit faire en sorte que les gens soient accueillis. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en mettant le point que sur le droit d'asile, il oublie tout ce qui sont les migrations économiques. Il dit les autres doivent rentrer dans leur pays. Exactement. Donc là, c'est le problème où on est en désaccord, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'enfin, dans ce pays, face aux policiers, il était face aux policiers. C'est pour ça qu'il y a ce discours de fermeté. Mais il était assez ferme en disant, si jamais il y a un manquement à la loi... Ils ont été observés et il n'y a eu aucune espèce de décision. Pardon de dire. Donc c'est pas un dialogue et un workshop. Il y a eu une triple inspection qui dit il y a manquement. Il y a emploi disproportionné. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec François Calfon, c'est qu'en réalité, l'inspection générale de la police nationale est réputée pour son extrême fermeté et globalement a plutôt tendance à sanctionner très fermement la police pour justement éviter de donner une mauvaise image à la police. Ça, c'est la première chose que je voulais répondre à François Calfon. Et aussi sur les 5 précédentes années en matière de gestion des migrants à Calais, à Dunkerque, enfin dans le nord de la France, moi je trouve qu'effectivement la politique qui était menée par François Hollande, Bernard Cazeneuve, c'était vraiment de la plus grande hypocrisie, puisque ça a consisté en réalité à répartir, à diluer, si on peut parler comme ça, les migrants sur tout le territoire national. En fait, à aucun moment, en fait, le politique n'a décidé d'affronter réellement le débat. Et c'est là. Ça serait quoi affronter réellement le débat? Louis Dragnel, ça serait quoi affronter réellement le débat? C'est là où je trouve que la démarche d'Emmanuel Macron aujourd'hui est assez intéressante parce que justement lui plante un débat, propose de discuter et juste. Non, mais je suis pas en train de dire qu'en fait Emmanuel Macron. Valeurs actuelles se rejoignent. Non, justement, moi je pense Romain Valeurs actuelles, je pense qu'il va pas suffisamment loin. Mais au moins il y a le mérite, si vous voulez, il s'est déplacé. François Hollande s'était pas déplacé. Là, si vous voulez, il plante le décor, il ose affronter la réalité en face. Après, la question et le débat, il est vraiment sur les propositions. Et par exemple, on a entendu plein de choses effectivement sur les demandeurs d'asile, sur l'immigration irrégulière, mais à aucun moment, moi j'ai entendu parler d'immigration régulière. On a entendu parler d'immigration légale. Est-ce qu'on a parlé du regroupement familial? Est-ce qu'on a parlé de l'immigration des étudiants étrangers? Est-ce qu'on a parlé des étrangers qui bénéficient par exemple de l'aide médicale d'État? 311 000 personnes en 2016, ça coûte 1 milliard d'euros. Ça s'est provisionné pour l'année 2017. Et en fait, si vous voulez, en fait, ce qui est intéressant, vous voulez la supprimer? Demande François Calfon. Je termine simplement et je répondrai après à la question. Ce qui est très intéressant, c'est que on a enfin affronté un certain nombre de débats qui étaient devenus des tabous pendant le quinquennat de François Hollande, et en même temps, et là ça va vous amuser, et en même temps, il y a un certain nombre de sujets qui ont été complètement évacués, donc notamment immigration légale, et répondre à la question quelle politique migratoire pour la France, de quels migrants on aimerait avoir, quel type d'immigration on a besoin, et ça, si vous voulez, c'est encore un débat interdit. Voilà. Bon. Valérie Debord, François Calfon disait il fait ce que la droite n'a pas fait. D'accord, pas d'accord? Il y a un principe intangible dans notre droit, et ça c'est le droit, c'est pas du fantasme, c'est le droit d'asile. Pour l'immigration, les gens qui sont en situation de danger politique, de danger de guerre, et il faut vraiment le conserver. Il faut le rappeler avec force, le président de la République le fait en tant que président de la République, c'est bien. Il faut à Calais voir qu'il y a beaucoup de ces gens, des Soudanais, des Érythréens, qui sont victimes de guerre. C'est une réalité. Aujourd'hui, la problématique, elle est simple. Ces gens veulent aller en Angleterre. Ils ne veulent pas venir en France. Ils ne veulent pas rester en France. La France est un lieu de passage pour eux. Ils sont de langue anglaise. Ils ont pour un certain nombre d'entre eux de la famille là-bas ou des relations là-bas. Notre problème, c'est pourquoi est-ce que nous acceptons que leur situation soit embolisée en France alors que c'est à l'Angleterre de traiter leur situation. Si le président de la République a la volonté de revoir cela, non pas de revoir les frontières et de modifier les frontières, ce n'est pas de cela dont il faut parler, mais il faut parler de situations administratives qui doivent être régularisées par l'Angleterre avec les règles anglaises. On sait qu'en plus elles sont plus souples sur un certain nombre de domaines économiques que les nôtres, et c'est comme ça qu'il faut prendre le dossier. Je n'ai pas entendu cela dans la bouche du président de la République, je le regrette. Deuxième chose qui est importante pour nous, il y a aujourd'hui, si on veut vraiment trouver une solution,
nécessité de déclarer. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour ce nouveau rendez-vous de kiosque, le rendez-vous de la presse française et internationale. Au sommaire, cette semaine, la fusillade d'Ottawa. Le Canada n'échappe donc plus à la menace islamiste. Comment lutter contre ces terroristes de l'intérieur qu'on appelle loups solitaires? Certaines sont décédées. La mort du grand patron de Total, Christophe de Margerie, l'ami de Poutine et des présidents africains. Que ces sites sont et puis la guerre contre Ebola, entre bonnes et mauvaises nouvelles, certains pays réussissent à se débarrasser du virus. Pour d'autres, le combat reste loin d'être gagné. Pour en parler dans ce numéro de kiosque, j'accueille sur le plateau tout d'abord Louis Comayou, journaliste pour la presse africaine, Alexandra Chaska, journaliste québécoise, chroniqueuse à RTL, Abdou Semar, rédacteur en chef du site d'info algériefocus.com, et puis enfin Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. Retour donc tout de suite sur cette semaine qui restera gravée dans l'histoire du Canada. Une première attaque contre un soldat près de Montréal, puis 2 jours plus tard, c'est le cœur même de l'État canadien à Ottawa qui est frappé. Retour en images sur ces événements. Il avait 32 ans. Michael Zeaf Bibo s'était converti à l'islam et s'était radicalisé. 15 millions et après 30 millions d'euros, on gère pour les Anglais leurs frontières. C'est-à-dire qu'on garde des gens qui veulent aller... Nous n'allons pas nous laisser intimider. Une demande d'asile en Angleterre, c'est complètement... Nous serons vigilants, mais nous n'allons pas nous effrayer. Nous serons prudents, mais nous n'allons pas paniquer. C'est illégal d'empêcher que... Voilà, ne pas paniquer, ne pas se laisser intimider. C'était donc le Premier ministre Stephen Harper qui se trouvait d'ailleurs lui-même dans l'enceinte du Parlement au moment où le tireur menait cette course folle. Le Canada qui se retrouve donc lui aussi visé par ce genre de terrorisme. Notre tour est venu, titre cet édito du site de la presse.ca. Est-ce qu'on peut dire, pour reprendre des mots dans d'autres articles de la presse américaine notamment, c'est la fin de l'innocence. Ça veut dire que le Canada pensait échapper à la sécurité publique. Et donc la loi va être sûrement amendée. Ça donne des munitions au gouvernement, au Premier ministre pour agir plus fortement dans le sens d'une surveillance plus grande. Évidemment, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Et effectivement, la Charte canadienne des droits, c'est quelque chose qui protège de façon assez extensive, plutôt un anglicisme, qui protège les citoyens contre une incursion trop grande des services de sécurité. Alors, on parle de loups solitaires, des loups solitaires en France, on en a eu, Mohamed Merah à Toulouse. Il y a aussi Mehdi Nemmouche, qui est le tueur de Bruxelles, le musée juif, qui est d'origine française. Yves Tréhard, comment les autorités françaises elles-mêmes se protègent par rapport à ce phénomène? Bon, d'abord, je voudrais dire une chose qui me paraît une évidence, c'est qu'il n'y a aucun pays qui peut se prétendre à l'abri de ce genre d'attaque, que ce soit les pays qui participent de près ou de loin à ce qui peut se passer au Moyen-Orient, ou à ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui peut aujourd'hui prétendre, puisque le combat de Daesh, l'État islamique, eh bien, c'est un combat qui est un combat universel. C'est pas uniquement un combat local. Ça, c'est la première chose. En plus, il n'y a pas que l'État islamique. On a un peu oublié qu'il y a Al-Qaïda aussi, et Al-Qaïda continue à exister. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on est dans un débat qui est un débat qui existe depuis 15 ans. En gros, depuis les attentats de 2001, c'est de savoir comment on peut concilier sécurité et liberté. Il y a eu un débat aux États-Unis qui a été très très fort, puisque vous savez que la liberté prime surtout dans l'espace anglo-saxon. C'est vrai au Canada, mais c'est aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre aussi, où on dit la liberté prime sur tout le reste. Et vous avez une nécessité, puisque ça a été une déclaration de guerre qui s'est produite le 11 septembre 2001, de renforcer cette sécurité. Vous êtes obligé, me semble-t-il, si vous voulez vous protéger, si vous voulez rendre votre espace public tolérable pour l'ensemble de ses concitoyens, de rogner néanmoins sur les libertés. Vous ne pouvez pas faire comme une loi aussi est en France, aux États-Unis, enfin partout, vous avez, en Angleterre même,
vous avez des dispositions qui ont été prises. Quand on vous fouille à l'entrée d'un magasin, bon, ça c'est le niveau supérieur de ce qu'on appelle Vigipirate chez nous. C'est pas encore le cas actuellement, mais au dernier niveau, vous êtes fouillé partout. C'est une atteinte à la liberté de circulation, c'est évident. Donc on est obligé de vivre avec ça. Mais après tout, est-ce qu'on préfère pas ça, plutôt que d'être sous le coup de loup solitaire? C'est ça aussi qui est la grande nouveauté de ce qui s'est produit, ces derniers mois. C'est que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'avoir affaire à des réseaux plus ou moins organisés. On en a eu en France. Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé dans le nord de la France, notamment le réseau Calcal, toutes ces choses-là. Nous, ça fait 20 ans, c'était avant 2001 que ça existait, tout ça, des réseaux qui étaient pour certains d'entre eux, d'ailleurs organisés depuis l'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut avoir un individu qui, au coin de la rue, vous agresse. Regardez ce qui s'est passé quand même en Bretagne. À Londres, un soldat qui avait été égorgé. C'est quelque chose qui peut se produire à Paris, à Marseille, à Lille, n'importe où. Et ça, c'est... Alors on dit, mais comment on peut se protéger? Mais c'est impossible de tout prévoir. Qui sera le prochain? C'est un peu la question. Bah oui, malheureusement. Abdou Semar, pour l'Algérie, justement, ces réseaux. Alors, réseau ou pas réseau, là? Je pense qu'on se trompe déjà de terme. Pourquoi sur deux plans? D'abord, le fait d'employer le mot islamique. L'islamisme, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Qui est islamiste? C'est comme un communiste, entre le brejnevien, le stalinien, etc. Ce monsieur n'a rien à voir avec l'islamisme. Ça peut être un djihadiste, ça peut être un fanatique. Non, je veux dire, la première réponse qu'on a eue face à ce genre de situation, c'est on a des réponses purement sécuritaires. On ne lutte pas. Moi, je viens d'un pays qui a souffert de 10 ans de terrorisme. On n'a jamais gagné contre le terrorisme avec des barrages de sécurité, ou avec du matériel sophistiqué, ou avec des contrôles personnalisés. On ne gagne pas contre le terrorisme comme ça. On gagne avec le terrorisme au niveau des idées. La bataille... Oui, je vous rappellerai quand même qu'un homme se baladait avec une mini-bombe dans une chaussure en prenant l'avion pour les États-Unis. On a réussi à déjouer l'attentat. Et je peux vous dire que vous allez voir les services secrets. Je rappelle juste que le plan Vigipirate n'a pas empêché que les djihadistes français, non, les djihadistes français qui se baladent en Syrie, le plan Vigipirate ne les a pas empêchés. On a eu le cas récemment à Orly de 3 djihadistes qui se sont baladés en plein aéroport, qui auraient pu commettre l'irréparable à Marseille. Donc ils se sont baladés. Donc le plan Vigipirate n'empêche pas. Par contre, une réponse intellectuelle, culturelle. C'est un moyen quand même de... Le moyen n'est pas suffisant. Le premier moyen, à mon avis, le premier moyen, c'est d'abord de ne pas se tromper de débat. On ne parle pas d'islamisme, on parle d'une idéologie djihadiste qui se développe dans des pays occidentaux. Pour quelle raison? Parce qu'il y a d'abord une exclusion sociale, une islamophobie de plus en plus qui se développe. Les musulmans éclairés n'accèdent pas aux médias occidentaux. Il suffit il faut le dire, la réalité. Il suffit qu'un leader de Daesh fait une vidéo sur YouTube et tous les médias occidentaux en parlent, mais que des penseurs éclairés musulmans, lorsqu'ils font des livres des intéressants, personne ne parle d'eux. Donc il y a aujourd'hui un discours médiatique, il y a une exposition médiatique qui profite à l'idéologie radicale. Donc il y a aussi un problème. La réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire, elle doit être, à mon avis, de l'ordre de l'idée, de l'ordre de l'intellect. Le djihad individuel, on connaît cela en Algérie. Oui, on connaît le djihad individuel. Le salafisme, comment il se développe? Le salafisme profite du vide spirituel, de la grande crise de repères, et il s'invite dans la vie privée des gens, il manipule les personnes. Comment vous allez arrêter un individu qui décide de mettre une bombe? La question, elle est là. Si on n'arrive pas à couper l'herbe sous les pieds de l'idéologie radicale au niveau des idées là, je pense qu'on y arrivera. Je suis d'accord que c'est un islamisme qui est d'emprunt, ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais lu le Coran, ils ne connaissent rien de l'islam. Je suis d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec vous aussi pour dire qu'il y a un tel vide et un tel malaise social que, évidemment... d'attendre le sentiment... C'est absolument faux. Non, je suis désolée, monsieur. Il est prévu, et vous savez très bien que c'est prévu le 21 février que soit mis devant le Conseil des ministres la loi Asile et Immigration. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'OFI? Qu'est-ce qu'on dit par rapport au Brexit et à la possibilité effectivement d'avoir quelque chose de beaucoup plus fort avec nos amis anglais? Qu'est-ce qu'on dit par rapport aux mineurs isolés? On l'a discuté avec les départements, on l'a discuté avec les régions, on l'a discuté avec les maires, on l'a discuté avec Menton, qui aujourd'hui a une problématique de camp extrêmement importante, on l'a discuté avec l'ensemble des opérateurs. Non. Encore une fois... Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a la rencontre avec Madame May pour l'Angleterre. Oui, mais Madame May n'est pas française jusqu'à preuve du contraire. Il y a le 21 février où il y a cette loi. Ne dites pas que personne n'aborde ce problème. Le problème... Il y a un problème de concertation, tout à fait. Comment ça, de concertation? Petit à petit, par une situation qui est bloquée depuis 20 ans, on voit